La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Bienvenue à l'ère du temps sur iRadio et ITV. Bienvenue sur le réseau emedia.sn. Merci de votre fidélité. Nous avons aujourd'hui comme invité Mamadou Wane Dimao. Mamadou Wane Dimao est sociologue. Il est aussi spécial des questions sociales et politiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes aussi avec Adiba. Adiba est docteur et spécialisé des questions cognitives, des sciences cognitives, et ensuite philosophe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci monsieur donc d'être avec nous sur ce plateau de ITV et dans le studio de iRadio. On commence d'abord par cette actualité très forte qui marque beaucoup le Sénégal aujourd'hui, c'est le décès d'Amath Dansokho. Amath Dansokho qui était considéré comme étant l'un des derniers Mohicans en Afrique, de par sa position, de par sa lutte pour l'indépendance de l'Afrique et pour aussi la souveraineté des pays africains. Amath Dansokho nous a quittés donc à l'âge de 83 ans. Il était secrétaire général du PIT, il a été plusieurs ministres avec Abdou Diouf, avec Abdoulaye Wade, conseiller de Macky Sall. Tout le pays lui rend hommage. Nous abordons un sujet aujourd'hui qui parle justement de la gestion des partis politiques au Sénégal, la crise des partis politiques, la crise du politique au Sénégal. Mamadou Wane, Amath Dansokho, est-il l'un des derniers dinosaures de la politique sénégalaise? Bon, je ne crois pas qu'il soit le dernier dinosaure. Je pense quand même au Sénégal, il y a encore des hommes et des femmes qui vont porter le flambeau de lutte révolutionnaire, de lutte anti-système pour quand même la cause du peuple. Mais vous allez me permettre de rendre hommage au camarade Dansokho. Je dis bien camarade parce que j'ai choisi de rendre hommage sur ce côté révolutionnaire militant. Et ce qui est paradoxal, nous à l'époque, maoïstes et tout, on critiquait en fait un peu le courant dans lequel il était, qu'on taxait quelque part, on n'était pas dans les mêmes courants. Mais lui, ce que je reconnaissais en lui, c'était un homme anti-système, quelque part, et très ouvert, qui acceptait même de discuter avec des gens que nous, on considérait comme étant des gens de droite. Et son éthique, à mon avis, ça m'a beaucoup marqué. Il n'avait pas ces clivages partisans. Et je le dis pas parce que effectivement, comme on a l'habitude au Sénégal de rendre hommage à la mémoire de toutes les personnes disparues, c'est une bonne chose quelque part. Mais dans ça aussi, il faut dire vraiment, à mon avis, une chose. C'était un homme du système politique anticolonial, antinéocolonial, et en même temps un homme du système puisqu'il était partisan. Il avait son parti. Il a participé à des gouvernements sous M. Diouf, sous Maître Abdoulaye Wade et sous Macky Sall également, mais en même temps c'était un homme simple. Voilà, c'est cet homme-là à qui je veux rendre vraiment hommage. Adiba, aujourd'hui, Amath Dansokho disparu, beaucoup estiment qu'il était l'un des derniers Mohicans de la politique africaine parce qu'il défendait l'Afrique de façon désintéressée. C'est l'un des rares hommes politiques sénégalais aujourd'hui qui n'est pas dans le luxe. Vous avez raison, merci de l'invitation déjà et permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances à sa famille politique, notamment à Sambassi, et à sa famille biologique également. Donc c'est une douleur, ce qui leur arrive, c'est une douleur pour tout le pays. Et je pense que l'une des choses que je retiendrai fondamentalement d'Amath Dansokho, c'est que c'est d'abord un homme de principe, qui très tôt s'est battu pour le pays, pour l'Afrique et pour la justice à un niveau mondial. Parce qu'il y a eu des moments où il était vraiment impliqué dans la lutte entre communisme et capitalisme. Même quand on n'est pas d'accord, quand on est un capitaliste, je suppose, les gens peuvent respecter ce combat-là. Après, il y a eu, je pense, une deuxième étape de la carrière d'Amath Dansokho, quand il a, d'une certaine manière, rejoint certains gouvernements, quand il a gouverné. Et
une des choses qui est marquante avec lui, c'est qu'il a aussi su partir quand il le fallait. Ce qui fait qu'il a pu garder son influence à travers différents gouvernements parce que les gens avaient l'impression qu'il y avait un certain nombre de principes qu'il défendait. Et je pense qu'une chose qui est importante aussi avec Amath Dansokho, c'est que c'était un personnage extrêmement important qui était entouré de personnages importants également. Donc, si vous regardez le PIT, ce n'est pas seulement Amath Dansokho, c'est aussi Samba Sy qui a pris le relais maintenant. Donc, Amath Dansokho a su partir du PIT comme il a su partir du gouvernement. Le PIT, c'était aussi des gens comme Sémou Pathé Gueye, Feu Sémou Pathé Gueye. C'est des gens comme Magueye Kassé, donc qui sont des personnalités extrêmement fortes. Et l'une des qualités d'Amath Dansokho, c'est de s'être entouré de personnes de qualité, je pense, qui ont fait que quand la tentation d'abandonner ces principes ne pouvait pas prospérer dans un tel parti, ce qui a aussi été récompensé par le fait que ce parti-là est resté influent à travers le temps. Oui, aujourd'hui, Mamadou Wane Dimao, si on regarde bien la politique au Sénégal, de façon holistique, est-ce qu'on peut dire qu'au Sénégal, la politique est en crise? Je pense que la politique est en crise au Sénégal, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. La politique, du point de vue originel, même si on se réfère depuis l'époque de l'AICFIO avec Maître Lamine Gueye, il y a eu tout de suite une crise au niveau de l'AICFIO qui a donné la scission avec Senghor, le BDS. Et je pense que l'acte, à mon avis, l'acte, si on regarde ces traceurs au niveau historique, on a quand même, à mon avis, dès le départ, originellement, hérité d'appareils politiques qui tout de suite, où il y avait des conflits de personnalité, qui reposaient la question de la démocratie interne dans le parti. Et c'est-à-dire, nous avons suivi aussi la trajectoire des partis politiques au plan international. Si on voit également les crises qu'il y a eu depuis la première internationale, deuxième internationale, troisième jusqu'à la quatrième internationale. Donc, à mon avis, le champ politique, c'est un champ aussi qui est un champ très dynamique, mais un champ aussi traversé par des contradictions, qui peuvent être des contradictions de ligne, mais ça peut être aussi des contradictions de personnes. Conflit. Donc, pour revenir, ensuite, on a eu quelque chose qui est extraordinaire, malgré l'éclatement de la CFIO, en fait, la scission qu'il y a eu, le BDS, il y a eu la recomposition. Ils se sont retrouvés dans l'UPS. Je donne des exemples, des raccourcis avec l'UPS. Et l'indépendance, on est allé à l'indépendance. Avant l'indépendance, il y a eu la crise de la Fédération du Mali. Et malheureusement, il y a eu l'éclatement de la Fédération. Quelques années plus tard, il y a eu la crise au sein de l'UPS entre Mamadou Dia et Senghor. Et ça, c'était même tragique, à mon avis. C'était un parti unique. Un chef du gouvernement, c'est le premier régime parlementaire qu'on a connu, et qui a été déposé par une motion de censure de son propre parti, des députés de son propre parti. C'est pour vous dire, la crise, elle est là. Ensuite, on a eu le PAI aussi, qui a généré une crise et des scissions qui a donné le PIT, la LD, etc. Il y a eu, à mon avis, le PAI n'a pas échappé à la crise du mouvement communiste au plan international, entre staliniens, trotskistes et tout ça. Nous, on a connu le même cheminement. Et ensuite, au niveau des approches, mais au moins là, il y avait des clivages sur la base des approches. À un moment donné, est-ce qu'il fallait passer à la lutte armée? Fallait-il pas passer à la lutte armée? Il y avait un débat dans le mouvement démocratique. Est-ce qu'on pouvait parler, on pouvait sauter l'étape d'une révolution démocratique nationale?
ou bien il fallait aller directement à la révolution prolétarienne. C'était quand même, à mon avis, même s'il y avait des crises, il y avait des scissions, c'était sur fond de débats idéologiques. Et par la suite, maintenant, on a eu, en fait, le RND aussi. Le RND a éclaté. Il y a une crise dans le RND, la scission qui a donné le PLP avec les Babakania, etc., etc. Ensuite, nous avons eu le PDS. Je veux dire, le premier parti, l'opposition, le début du multipartisme, la première étape du multipartisme avec les 4 courants. Le PDS a commencé, mais dès qu'ils ont eu la prétention d'aspirer à la direction de l'État, à la conquête du pouvoir, le pouvoir a créé une crise à son sein et le PDS n'en est pas sorti. Aujourd'hui, la crise du PDS vous renvoie à ces périodes où le PDS est à l'opposition. Ce qui est extraordinaire, le PDS n'a jamais connu de crise quand il était au pouvoir. Donc, à chaque fois qu'il est donc à l'opposition, il y a, à mon avis, cette crise. Le mouvement maoïste, c'est pareil. Le mouvement maoïste, au départ, à mon avis, vers les années 70, vous avez eu le mouvement de la jeunesse marxiste-léniniste. Il y a eu à l'intérieur de ce mouvement de la jeunesse marxiste-léniniste des contradictions entre 2 lignes. Et il y a eu le fameux congrès dans la clandestinité de Malika, où, effectivement, sur la base des motions, là, au moins, il y avait des motions. Il y avait 2 tendances, il y a eu des motions. Les gens ont voté sur les motions. Il y a eu une motion majoritaire et la motion minoritaire qui est, après eux, ils sont partis pour créer Kharebi, Andedjeuf, etc. Et ensuite, il y a eu la crise au niveau d'Andedjeuf. C'est pour vous répondre que le champ politique sénégalais a été toujours secoué par des crises, que ce soit des crises de ligne ou des crises d'ambition personnelle. Mais pourquoi souvent c'est les ambitions personnelles qu'on voit le plus par rapport à la crise de ligne aujourd'hui, de nos jours? Je citerai Fukuyama. Fukuyama disait après la chute du mur de Berlin que c'était la fin de l'histoire. Et d'une certaine manière, si on prend la lecture idéologique et historique qui a été faite par M. Won, on se rend compte que pendant très longtemps, il y a eu des crises idéologiques. D'une certaine manière, nous sommes depuis 90, nous avons assisté d'une certaine manière à la fin des idéologies. On a besoin d'idéologie pour avoir un parti politique, pour avoir un véritable mouvement politique, mais il n'y a pas eu de reconstruction idéologique. Si vous y réfléchissez, quelqu'un comme Senghor avait une véritable idéologie parce que vous aviez l'idéologie de la négritude, qui était une construction théorique qui permettait de fédérer les gens et de proposer quelque chose aux gens contre le pur capitalisme et contre le communisme. Ça, en fait, cette reconstruction théorique-là n'a jamais été faite. Les seuls qui faisaient ça, c'était des gens comme Sémou Pategui, justement, qui étaient au PIT. Le PIT a toujours eu une véritable idéologie et une véritable réflexion qui était communiste, qui était resté communiste. Donc, depuis les années 90, les gens n'ont plus d'idéologie. Quand on n'a pas d'idéologie, qu'est-ce qui reste? Il y a l'ambition. Donc, les gens font de la politique par ambition personnelle. Par exemple, on peut avoir un président qui va être libéral et qui va mener des grands travaux qui sont d'inspiration non libérale, par exemple, parce que l'idéologie n'a strictement aucune importance. Donc, s'il ne reste que des ambitions personnelles, à chaque fois que l'ambition ne peut pas être satisfaite, la personne porteuse de cette ambition-là va aller là où elle peut être satisfaite. C'est ce qui va donner la transhumance quand son parti n'est plus au pouvoir. C'est ce qui va donner les gens qui appartiennent au parti majoritaire, mais qui vont quand même se présenter aux élections contre le candidat du parti majoritaire parce qu'ils n'ont pas été choisis, etc. Donc, il y a un besoin d'idéologie qui n'est pas prise en compte, et ce besoin d'idéologie n'étant pas pris en compte, ce qui reste, c'est les ambitions personnelles, donc c'est des querelles de personnes, bien sûr. Oui. Quand on regarde bien les partis politiques aujourd'hui au Sénégal, tous, quand ils
concourent au suffrage universel, ils disent vouloir faire le bonheur des Sénégalais, lutter contre les inégalités, entre autres, le bien-être. Mais si on regarde de façon beaucoup plus triviale, on constate que les gens sont plus là pour leur propre personne que pour le pays lui-même, qu'ils gèrent leurs propres intérêts. Et c'est ça qu'on regarde aujourd'hui dans le management des partis politiques. Non, mais moi je pense que toutes les formations politiques, c'est très schématique, de gauche ou de droite, c'est juste pour nous permettre de faire des comparaisons. Le problème principal, c'est pas tellement, à mon avis, l'élite de ligne pour des constructions idéologiques, c'est-à-dire la construction d'un socialisme. Par exemple, la théorie du socialisme africain, qui à l'époque a été avancée par Mamadou Dia, Senghor, et surtout qui était un peu inspirée du socialisme coopératif à la Tito, Yougoslavie, des trucs comme ça, mais qui a quand même un peu théorisé par, comment il s'appelle, le leader de Tanzanie, Nyerere. Ils ont essayé de trouver chez les cultures africaines les éléments, à mon avis, qui participaient à ce type de socialisme, la solidarité communautaire, le collectif, privilégier l'intérêt, etc. Ils ont cherché à le théoriser. Mais très rapidement, ils ont été confinés quand même, à mon avis, surtout quand ils sont arrivés au pouvoir, à des réalités de l'environnement international où il fallait soit être du camp de Moscou ou du camp du capitalisme avec la continuation du colonialisme quelque part. Avec le monopole, on a beau dire, le socialisme senghorien, sa réalité, à part, à un moment donné, sous l'époque de Mamadou Dia, la nationalisation du secteur du commerce de l'arachide quelque part, les coopératives à l'époque, il y avait quand même les banques, il y avait des secteurs nationalisés, des banques, etc. Les compagnies françaises, bordelaises, ici, ils avaient le contrôle sur l'économie sénégalaise en grande partie. Et je pense que la contradiction entre Mamadou Dia et Senghor, c'était ça. C'était ça, en dernière analyse. Donc pour moi, cette posture, c'était à l'époque où les gens prenaient le pouvoir pas pour, comme vous dites, des intérêts personnels et tout ça, parce que les périodes de Mamadou Dia, c'était quand même des périodes, à mon avis, progressistes, où le problème, c'est pas d'avoir une posture d'État pour l'enrichissement personnel ou pour la réalisation personnelle ou de son groupe ou de son clan ou la politique clientéliste. Et c'est ça qui continue jusqu'à présent au Sénégal. On prend le pouvoir pour se redistribuer des postes dans les territoires de pouvoir, c'est-à-dire des privilèges. Et à mon avis, on abandonne très rapidement les programmes au départ de capture de l'électorat en disant nous allons agir pour le peuple, pour l'intérêt du peuple, mais la réalité du pouvoir, en effet, c'est des politiques, à mon avis, à la limite, même s'il y a des politiques un peu sociales, mais ça reste quand même des politiques de continuation du capitalisme, de continuation de la domination économique. Et en même temps, à mon avis aussi, il faut le dire, le choc des ambitions. Parce que ça, à mon avis, ce qui caractérise, nous, notre période, et les batailles quand même, malgré tout, les clivages étaient des clivages. Nous, on voulait construire le socialisme scientifique, carrément. Pas le socialisme africain, le socialisme scientifique. Et pour nous, le matérialisme historique, la classe ouvrière et la paysannerie, on ne pouvait pas accepter un État qui ne soit pas, qui soit comme aujourd'hui l'État, il est représenté. C'est des formes de représentation
bourgeoises, qui aujourd'hui ne permettent pas à la grande masse des Sénégalais, vous prenez l'Assemblée nationale, vous allez me sortir, il n'y a même pas 0,5, 0,0 d'ouvriers. Les paysans, tu peux un peu compter, etc. C'est toujours, bon, à mon avis, vous avez une élite politique qui se transmet depuis Senghor jusqu'à aujourd'hui, qui a capturé l'appareil d'État, à mon avis, et qui, à mon avis, les politiques qu'il y a ne sont pas des politiques économiques autonomes. C'est soit des politiques voulues par la Banque mondiale, les FMI, bon, je vais carrément. Hein. Bon, à mon avis, je ne vois pas de souveraineté, même dans la conception des politiques. Et c'est là où, pour moi, la gauche a échoué. Cette gauche dont on parle tant n'a jamais eu un programme autonome de prise de pouvoir politique. Ils ont eu le génie d'accompagner, comme vous dites, ce n'est pas des forces électoralistes, ils n'ont pas une base électorale. On n'a jamais su, nous, avoir l'adhésion des masses populaires. Nous parlions au nom du prolétariat, des ouvriers, nous parlions au nom des paysans, mais la plupart des paysans et la plupart de la classe ouvrière votaient pour des régimes, votaient pour des partis politiques qui n'étaient pas d'obédience de gauche. Justement, pourquoi justement, malgré tout ce que la gauche a eu à faire, à porter le discours du prolétariat, que les pauvres refusent de voter pour la gauche au Sénégal? Pourquoi? Je pense que c'est le paradoxe de la gauche, mais ce n'est pas qu'au Sénégal. C'est partout au monde. Et, si vous y réfléchissiez, c'est normal. Là, pour gagner des élections démocratiques, il faut gagner la guerre idéologique. Pour gagner la guerre idéologique, il faut avoir les moyens de propagande. Or, qui est-ce qui a les moyens de propagande? C'est ceux qui ont de l'argent, normalement. Et la classe, mettons, la plus nantie, ne va pas financer un appareil de propagande qui va être contraire à ses propres intérêts. Donc, d'une certaine manière, et c'est valable partout au monde, pourquoi la seule n'a pas été capable de réunir les moyens de sa politique? De sa politique. C'est normal. La seule manière pour que vous ayez vraiment une politique de gauche, ou plutôt une victoire de la gauche, c'est que vous ayez une révolution. Regardez, ce qui se passe au Brésil est extrêmement intéressant. Lula a gagné les élections parce qu'il a réussi à un moment donné à prendre le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il y a eu des débats à l'intérieur du pouvoir brésilien sous Lula pour savoir s'il fallait procéder à une véritable guerre idéologique, contrôler les appareils idéologiques pour construire un nouveau peuple, mettons. Et des gens comme Chantal Mouffe théorisent ça assez bien. Ils ont décidé que non, ils allaient jouer le jeu démocratique. Quand ils ont joué le jeu démocratique, à un moment, la droite a repris le pouvoir et a été extrêmement violente parce qu'elle a été déloyale pour prendre le pouvoir. Et une fois qu'elle a pris le pouvoir, maintenant qu'elle a pris le pouvoir, elle va s'assurer de ne plus jamais le rendre, en tout cas si on ne fait pas, si on n'use pas de moyens, mettons, révolutionnaires. C'est la même chose au Sénégal. C'est exactement la même chose. Une manière de lire l'opposition entre Mamadou Dia et Senghor, c'est de dire qu'il y avait une opposition de personnes et Senghor a gagné parce que Senghor était un dictateur ou Mamadou Dia était un apprenti dictateur, etc. Une manière plus pertinente de lire ça, qui est celle que mon interlocuteur a utilisée, c'est de voir qu'il y avait derrière des comptoirs commerciaux qui avaient des intérêts et qui, d'une certaine manière, ont instrumentalisé le Parlement. Mais c'est toujours comme ça. Pour prendre le pouvoir, il faut s'allier aux forces de l'argent. Maintenant, quand on s'allie aux forces de l'argent, est-ce qu'on ne vend pas son âme? Est-ce qu'après, on a suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir pérenniser un pouvoir qui est favorable à la majorité?
Ça, c'est le paradoxe de la démocratie. Aujourd'hui, si on regarde bien le Sénégal, ces comptoirs commerciaux dont vous parlez sont devenus, avec peut-être un peu de cosmétique, les entreprises françaises, qui restent au cœur de l'économie sénégalaise. Donc on peut dire de Mamadou Dia à Senghor, à Macky Sall aujourd'hui, peu de choses ont changé. Regardez, plus intéressant encore, les entreprises françaises sont revenues avec Macky Sall. Abdoulaye Wade avait essayé de les chasser et de créer. Quand il est venu, il l'a assumé en disant qu'il voulait créer une véritable bourgeoisie sénégalaise. D'une certaine manière, il a essayé de créer une oligarchie sénégalaise. Ça se fait sur plusieurs générations. Il n'y a pas réussi. Là, les entreprises françaises reviennent. Donc, mais s'il avait... Là, on dit souvent que ce sont les entreprises françaises qui l'ont fait partie du pouvoir aussi. Il dit ça. S'il avait réussi, qu'est-ce qui se serait passé? Quel serait l'intérêt? Est-ce que ce serait réellement l'intérêt de la population sénégalaise que d'avoir non pas des entreprises françaises, mais d'être exploitées par des capitalistes sénégalais? Je ne sais pas si ça change grand-chose pour la population sénégalaise. Et d'une certaine manière, tu peux dire que entre Unacois et Auchan, personnellement, je préfère Auchan. Donc, en tout cas, la manière dont ils font le commerce, moi, personnellement, je préfère Auchan. Donc, vous voyez bien que c'est extrêmement difficile d'avoir un régime démocratique où les forces de l'argent ne sont pas dominantes et qui s'occupent véritablement du sort de la population. Sauf si la population est suffisamment éduquée pour réclamer. Or, l'éducation est en train de chuter au Sénégal, donc on risque de se retrouver dans une situation qui est pire que celle dans laquelle on était avant. Justement, est-ce que la question de fond, justement, Mao, ce n'est pas celle de l'éducation au fond des populations? Des Sénégalais peut-être qui ne comprennent pas réellement quels sont leurs intérêts, quels sont les enjeux. Bon, moi je pense que... Pour que des politiciens les manipulent comme ils veulent. Non, mais je pense qu'il y a quand même, à mon avis, le niveau de conscience politique. Je ne parlerai pas d'éducation au sens scolarisation, niveau la population, combien de pourcents ont le bac ou le machin. Non, je parle de l'éducation politique. Et l'éducation politique, ce qui donne ça, c'est-à-dire le progrès de l'histoire, c'est à travers des luttes, des séquences de luttes qui sont sédimentées. Et c'est à partir de là qu'on le transmet de génération à génération. Ici, on n'a pas eu de tradition forte de lutte. Il faut le dire. Même dans la lutte. Bon, je parle... il y a eu la résistance. Toute la période de la résistance, on a vu qu'il y a une résistance un peu qui a été menée par des États, des royaumes, qui étaient entre les mains je parle par exemple comme la Dior, etc. Vous avez eu des résistances de religieux comme les Cheikh Ahmadou Bamba, les Cheikh Omar Foutiyou, etc. Ils ont pris plusieurs façons, résistance pacifique et tout. Mais la période de lutte coloniale en termes de confrontation politique avec des partis, c'est quand même le premier, c'est le PAI qui a eu à mener. Bon, il faut le rendre hommage. C'est dans ce sens aussi qu'on rend hommage à toute cette génération des Majmoud Diop, des Dansokho, etc. Mais, à mon avis, on n'a pas assez eu de... Si je donne un exemple, même le référendum de 58, la seule référence, c'est la place Protet, tu vois, avec le porteur de pancarte. Mais c'est bien, mais je veux dire, ça ne suffit pas. Ça n'a pas amené le Sénégal à voter non. Il n'y a pas de résilience dans la lutte. Exactement. Ça ne s'est pas traduit par un vote non, comme la Guinée de Cheikh Touré, etc. Donc, on a, à mon avis, même les partis de gauche, le PRA, le PAI et tout, n'ont pas organisé la lutte des masses à une échelle de rupture qui peut donner ce que tu appelles cette conscience
révolutionnaire. Cela est dû à quoi en tant que sociologue? Est-ce que c'est dû au fait que le Sénégalais n'est pas résilient, ne sait pas tenir une bataille de longue durée, comme ça s'est passé en Algérie? Parce que même quand le Sénégal jouait la finale contre l'Algérie, beaucoup pensaient que les Algériens allaient gagner ce match, parce que pour la simple et bonne raison que l'Algérie a acquis son indépendance grâce aux armes. Et que nous, on a négocié tous nos indépendances. Non, mais moi, franchement, là, il y a des pays qui ont gagné la Coupe du Monde sans aucune tradition de lutte, honnêtement. Ouais. Bon, le Brésil, combien de fois, je veux dire, a gagné la Coupe du Monde. Bon, je peux comprendre ceux qui disent ça. Bon, c'est quand même l'esprit de compétition, d'aller jusqu'au bout, ça peut jouer, mais ce n'est pas l'élément, à mon avis, déterminant. C'est quel élément? On a vu. À mon avis, le Sénégal paye beaucoup de choses. D'abord, la colonisation a trop duré ici. C'est le pays où il y a eu 3 siècles de colonisation française, néocoloniale. Donc, il y a une pacification culturelle à travers l'école. Et ensuite, à travers la production de premiers fonctionnaires, serviteurs du colonialisme. Donc, cette tradition également de l'existence de 4 communes, cette tradition, parce que quand même, le colonialisme français a fait du Sénégal, en tout cas, quelques trucs, des privilèges. Bon, exactement. Et ensuite, c'est là où ils ont, comme vous dites, expérimenté dans une certaine mesure, bon, on parle de Saint-Louis, des États généraux, la Révolution française, on parle des cahiers de doléances, etc. Bon, ils ont commencé à voter et tout. Moi, je pense que ça a joué. Ça a joué. Bon, on a une élite, à mon avis, le fait qu'aussi, ils ont pu trouver des hommes politiques. Parce que aussi, une politique, une stratégie, il faut trouver des hommes qui l'animent. Ils ont pu trouver un Senghor, ils ont pu trouver un Lamine Gueye. Senghor, à mon avis, a été le plus grand représentant. Franchement, il faut le dire. Tiens, c'est bien beau de parler de négritude et tout, mais moi, ce que je retiens de Senghor, c'est la fascination à la culture française. C'est-à-dire, il n'y a pas eu, à mon avis, du temps de Senghor, même si vous reprenez les institutions, on calque les institutions comme à la française, Assemblée nationale, les formes de représentation, député machin, Grand Conseil de l'AEF et tout ça. Bon, il n'y a pas eu des sortes d'innovations, comme Nkrumah a essayé de le faire. Sékou Touré a essayé de le faire quelque part. Ils ont essayé de trouver, mais ils ont été tout de suite combattus. La Guinée a été asphyxiée, n'a jamais pu décoller parce que c'est tout le temps dans des stratégies de coup d'État sans arrêt. Nkrumah a été déposé, Patrice Lumumba liquidé. Donc tous les résistants en Afrique ont été tout de suite liquidés. La présence de l'armée française égale des forces extérieures ont pu jouer, à mon avis. Tout cet environnement n'a pas été un environnement propice à une conscience progressiste, à une conscience révolutionnaire, surtout au Sénégal, qui se prenait, les intellectuels, même la classe, l'élite sénégalaise, se croyait plus émancipée que les autres, etc., etc. Et ça, c'était la politique française. Mais est-ce que justement cette politique française, Adiba, c'est elle qui rejaillit dans la façon de gérer même les partis politiques au Sénégal aujourd'hui, où il y a une personnalisation à outrance des leaders, qui pratiquement les partis leur appartiennent. Le Parti socialiste a été quelque part l'un des rares partis qui avait comme une certaine démocratie dans le choix de ses leaders, mais aujourd'hui on a l'impression que tous les partis politiques traversent une crise au Sénégal. Leadership. Est-ce qu'on peut parler de parti politique réellement en ce moment? Parce que vous avez raison, le Parti socialiste était un véritable parti. Le PDS n'a jamais vraiment été un parti, je pense. Ça a toujours été un instrument au service d'une personne. Et les leaders qui s'agitent actuellement contre la volonté de cette personne-là, par exemple, sont les mêmes qui ont théorisé l'omnipotence de Maître Wade. La constance, l'idée que c'est la seule constante et que tout le monde est une variable, etc., etc.
Donc, d'une certaine manière, ils ont théorisé sa dictature. Et s'il n'a pas, je suppose que si tu théorises dans ton parti la dictature, si tu n'exerces pas le pouvoir national en dictateur, c'est juste parce que la société est telle que tu ne peux pas exercer un pouvoir dictatorial. Le PS, il n'est pas bon de dire du mal des morts, mais le PS a été pris en otage par Tanor depuis le départ de Diouf. Tanor a d'abord chassé les leaders qui étaient représentatifs, donc les Moustapha Niasse, les Djiboka. D'une certaine manière, on peut dire que c'est lui qui les a chassés du parti. Et après, il est allé d'échec en échec en sifflotant et a gardé le pouvoir au PS. Donc, les militants du PS sont restés parce que c'était un parti, parce que c'était leur identité, etc. Mais d'une certaine manière, on ne peut plus appeler ça un parti politique. Le PDS n'a jamais été un parti, le PS ne l'est plus. Qu'est-ce qui reste? L'APR, tout le monde sait que ce n'est pas vraiment un parti. Donc le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de parti. Et sauf les partis de gauche, d'une certaine manière, dont malheureusement la base est vieillissante et qui n'ont malheureusement pas pu se régénérer. Justement, est-ce que le fait de ne pas avoir de partis politiques structurés où il y a, comme on appelle les écoles de partis comme d'antan, où les gens étaient formés, on ne risque pas de tomber dans la même chose qu'on est tombé entre guillemets en France, avec quelqu'un comme Macron qui vient, qui agrège un peu partout de façon pragmatique les gens pour en faire un mouvement à la conquête du pouvoir? C'est la seule manière, je pense, pour que quelqu'un, d'une certaine manière, qui a l'air extérieur au système, prenne le pouvoir. Ce serait que ce soit quelqu'un qui est totalement du système, mais qui comprend le besoin de sauver le système en faisant semblant de n'en pas faire partie. C'est ce qu'est Macron, d'une certaine manière. Et vous avez parlé d'éducation tout à l'heure, et ça c'est quelque chose d'important parce que les partis, d'une certaine manière, éduquent idéologiquement leurs membres et créent ce que je pourrais appeler des fraternités. C'est-à-dire que faire partie, être membre d'un parti, c'est avoir une identité. Et idéalement, cette identité-là, elle va surpasser l'identité régionale, l'identité ethnique, pour être une sorte d'idéal qui anime les gens et qui fait que les gens vont se battre pour porter, non pas une personne, mais un parti et une idéologie au pouvoir, parce qu'ils estiment que c'est ce qui est bon pour le pays. Ce qu'on propose au pays en ce moment, pour la plupart, c'est de participer à mettre quelqu'un au pouvoir et de prendre sa part parce qu'on a participé à le mettre au pouvoir. Mais ça, ce n'est pas inspirant pour la majorité des gens. Donc, tant que les partis ne seront pas de véritables partis, c'est-à-dire des endroits où on a une idéologie, on a un projet national qu'on essaie d'avancer, malheureusement, on risque d'avoir la politique qu'on a, c'est-à-dire une politique dans laquelle, d'une certaine manière, on va porter les gens au pouvoir par hasard ou par accident. Et ça, c'est dangereux pour le pays, je pense. Est-ce que justement au Sénégal, on peut avoir une aventure à la Macron au Sénégal? Ou bien c'est l'argent a pris une telle centralité dans ce pays qu'il est difficile pour quelqu'un de sortir quelque part, même s'il est dans le système, qu'il comprenne comment marchent les choses, de vouloir s'imposer? Non, mais moi je pense qu'au Sénégal, on peut avoir un anti-système politique traditionnel qui, en tout cas, va prendre le pouvoir. Même s'il n'a pas les moyens financiers de le faire? Même s'il n'a pas les moyens financiers, il peut être porté par une vague. Et le phénomène Sonko, c'est un phénomène très intéressant à analyser, à mon avis. Mais permettez-moi de revenir derrière un petit peu pour rectifier mon cadet. Moi, je pense que les deux grands partis ici au Sénégal, ça a été le PS et le PDS.
Ces deux partis, c'est très intéressant. À mon avis, toute l'histoire politique de prise de pouvoir, d'opposition, de prise de pouvoir, elle s'est faite autour de ces deux partis-là, à mon avis. Parce que tout le reste, c'est des partis qui sont nés des scissions, etc. L'APR est né des flancs du PDS, etc. Et c'est actuellement le parti qui a le pouvoir. Le bloc hégémonique aujourd'hui, le pouvoir, l'acteur principal, c'est l'APR. Mais pour revenir, pour moi, le PDS a été un parti politique dans des conditions d'émergence, dans des conditions extrêmement difficiles. N'oublions pas, même le PS, quand on dit c'est un parti, ils ont eu toute une période où ils étaient seuls. Toute une période, ils étaient seuls. Et quand on parle de démocratie à l'intérieur, il n'y a jamais eu de démocratie à l'intérieur. Sous Senghor, personne. Personne. La preuve, les Mamadou Dia, ils ont payé que de goût. C'est 20 ans. Mamadou Dia, condamné pour tentative de coup d'État. Jusqu'à présent, dans l'histoire politique du Sénégal, il n'y a pas eu un cas comme ça. Bon, pour revenir, à mon avis, bon, par la suite, le fait d'avoir le pouvoir, ça te permet de garder le parti. Parce que ça te donne des moyens, comme vous dites, financiers. Ça te donne des moyens de nommer des gens à des postes dans l'administration. Ça te donne des moyens de créer ce que tu appelles, sur le plan économique, on connaît très bien le compte K2 du temps de Machin. Pour moi, c'est ça le PS. Et le PS, une fois que le père fondateur est parti, quelqu'un est venu comme Abdou Diouf aussi, qui a géré le parti en tant qu'administrateur, beaucoup plus qu'en tant que politique. Et c'est à la fin, quand il y a eu, effectivement, qu'il y a eu crise et destitution, qui ont affaibli, etc. Pour revenir, le PDS, quand même, il faut lui reconnaître. Et je pense qu'il a joué un rôle historique, dans d'abord la capitalisation du mécontentement urbain, sa transformation dans les urnes, l'évolution de notre propre système d'élection. Au départ, on votait sans urne, comment dirais-je, isoloir, sans même machin. Les votes dans ce pays, on connaît. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de révisionnisme dans ce pays qui est dangereux. On oublie que la transparence dans les élections, ça a été quand même une conquête du peuple sénégalais. Ouais. Et le PDS a joué un très grand rôle. Le RND, les partis de gauche, la LD, le PIT, l'Alliance SOPI, j'ai oublié comment ça s'appelle, ils sont quand même à l'extrême gauche. On a joué un très grand rôle dans ce qu'on appelle, à mon avis, la maturation de la culture démocratique qui a donné la première alternance. Il ne faut pas, à mon avis, aujourd'hui, et ça, il faut le mettre, ça, personne ne pourra l'enlever, que Maître Wade a été quand même un leader politique, à mon avis, et stratège, qui a pu faire une alliance avec, justement, à un moment donné, la gauche, etc., en tant que stratège et homme politique, il a quand même marché. Ce parti, même dans l'opposition, c'est un des rares partis qui avait son comité directeur, ça vaut ce que ça vaut, des sections, etc. Il y a ce qu'on appelle l'évolution de la politique. La politique ne peut plus se faire de manière traditionnelle. Peut-être que la gestion des partis aussi, ça doit se faire comme l'entreprise. Il y a une question de management des partis. Si aujourd'hui tu es un parti politique, même quand tu attires des personnes et que tu n'as pas une capacité de management, vous vous gourrez. Même si tu appliques un principe démocratique et tout à l'intérieur et qu'il n'y a pas ce qu'on appelle les skills, les compétences en matière de management, vous vous gourrez. L'exemple de Macron, c'est un exemple. Il a été au Parti socialiste, mais il n'a pas eu la culture de militant du Parti socialiste. Il a été un peu dans les arcanes du pouvoir, etc. Mais il a pu créer, à un moment donné, un courant qui était un courant qui puisait un peu partout. Aujourd'hui, moi, je pense qu'au Sénégal, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une nouvelle offre politique. Et cette nouvelle offre politique, c'est quand même toute cette tendance représentée par les Sonko, par les Guy Marius Sagna. Je ne veux pas personnaliser, j'ai horreur de personnaliser, mais c'est l'expression quand même de certains mouvements auxquels il faut prêter attention et qui peut-être annoncent la mort du champ traditionnel de la politique.
Et vous avez l'APR qui a le pouvoir, mais incapable d'organiser un congrès depuis qu'il est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un parti beaucoup plus machine électoraliste. Même leur Benno Bokk Yakaar, c'est une machine électoraliste. Mais il n'y a pas de section, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas d'école du parti, il n'y a pas de machin, etc., etc. Voilà un peu, moi... Est-ce que le cas Macron, il se peut se passer au Sénégal, dans un pays où aujourd'hui, les gens adhèrent beaucoup plus dans les partis politiques pour régler des problèmes personnels, ou même c'est le leader qui paye l'ordonnance des militants? Est-ce que c'est possible dans ce pays-là? Un pays qui est aussi dans une situation économique qui n'est pas encore aussi... où l'indépendance économique des militants n'est pas là. La question que je me pose est la suivante. Est-ce que Macky Sall n'est pas le Macron sénégalais? Parce qu'on ne peut pas prendre Macron pour un outsider. Macron est un homme du système qui a trouvé le moyen d'une certaine manière, poignarder dans le dos son mentor et de prendre le pouvoir. Macky Sall est un homme du système qu'on a fait sortir de son parti et qui, profitant de cette image-là, a fait le tour du pays et a obtenu le suffrage des Sénégalais. Et étant donné que c'était un homme du système, il agrégeait il avait déjà, d'une certaine manière, le contrôle d'une partie de l'appareil. Macron aussi, étant un homme du système, avait des alliances qui permettaient qu'il puisse accéder au pouvoir. Donc je pense que ce n'est pas nous qui... par exemple, quelqu'un comme Macron, notre Macron, on l'a eu avant les Français. Sur beaucoup de choses, le Sénégal a été en avance sur la France. Si vous prenez mai 68 par exemple, le mai 68 sénégalais, ça a été avant le mai 68. Les événements de 68 au Sénégal, ça a été avant les événements de 68 en France. Ici aussi, il me semble que quelqu'un comme Macky Sall a pris le pouvoir avant Macron en ayant une image de quelqu'un d'extérieur au système. Le problème, c'est que Macky Sall n'a pas assumé cette idée, cette vision d'être quelqu'un d'extérieur au système. Ce que Macron a fait, il a assumé ça, même s'il a géré avec des gens du système. Macky Sall, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas, n'a pas assumé ça. Donc je pense que... Mais la question de fond aujourd'hui, est-ce que ça a changé quelque part la vie des Sénégalais, au fond? Je pense que non. Maintenant, les Sénégalais ont revoté pour Macky Sall. Donc, d'une certaine manière, ça veut dire qu'ils sont satisfaits. Il y a toujours la question de la complicité du peuple. Quand nous disons que les partis politiques ne jouent pas leur rôle, que c'est des instruments au service de personnes, etc. Oui, mais le peuple aussi semble satisfait de ça. Nous sommes un peuple de négociateurs. Donc du coup, peut-être que nous sommes satisfaits d'avoir un système politique qui est mené par des négociateurs, donc pas par des idéologues. Donc ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser et qui rejoint un peu ce que M. Wan disait sur la colonisation chez nous. Un des tabous chez nous, c'est que nous avons été des collaborationnistes lors de la colonisation. Et d'une certaine manière, nous avons été complices de certaines choses et nous continuons à être complices de nos bourreaux. Ça, je pense que c'est quelque chose sur quoi il faudra qu'on fasse une introspection si on veut changer le pays. Est-ce qu'il y a un levier justement pour changer cette donne, cette façon de Sénégal de collaborer avec tous les pouvoirs, de négocier pour leurs propres intérêts personnels, même si c'est un père de famille, il sait que ce pouvoir qui est là, ou bien les pouvoirs qui sont passés, continuent à l'expolier, mais négocier quand même pour s'en sortir. Non, mais moi je voudrais répondre sur la question. Moi je pense que le phénomène Macron, ce n'est pas le phénomène de l'individu Macron. Macron, il a été rendu possible à travers ce mouvement en marche parce que les Français étaient saturés de l'alternance gauche-droite avec les mêmes résultats. C'est-à-dire le fait de faire des alternances politiques et qui ne changent pas grand-chose au niveau des conditions de vie, je parle du concret des Sénégalais et tout, vont se dire, écoute, on va essayer d'autres voies et on va sanctionner. C'est une tragédie aujourd'hui en France de voir que le Parti socialiste est à 5%. Il n'y a pas longtemps qu'ils étaient au pouvoir. Le parti des Républicains
ils sont pratiquement cliniquement morts. Est-ce que ce phénomène qui est passé en France est arrivé à maturation au Sénégal? Bon, moi, je pense qu'il y a des signes alerteurs. Il y a des signes alerteurs. Je ne peux pas prendre la dernière élection présidentielle comme référence parce qu'il y a eu beaucoup de choses, etc. Mais même si vous prenez les résultats, si vous prenez quelqu'un comme Sonko, qui au législatif avait à peine 30 000 voix, et qui se retrouve avec des centaines et des centaines de milliers de voix quelque part, hein, alors que, bon, on sait que tout le monde n'a pas voté. Je donne un exemple comme ça. Aujourd'hui, les Sénégalais sont dégoûtés par ces gens qui n'ont pas de morale, ces professionnels de la politique politicienne, qu'on reconnaît à travers tous les régimes. Tous les régimes qui arrivent, qui les voient là-bas. Cette façon de faire la politique, moi, ça n'intéresse pas mes enfants. Ça n'intéresse pas nos petits-enfants. Et il y a beaucoup de Sénégalais, des jeunes, primo-votants et tout, qui quand même, bon, à mon avis, c'est une génération d'éthique en matière politique. Et je pense que c'est ça qui va faire le renouvellement de la classe politique. Les gens sont attentifs sur la façon de dépenser, si vous voulez, l'argent public. Les gens ont été choqués par les images de notre président à Biarritz. C'est-à-dire, on ne peut pas concevoir que les deniers publics du Sénégal, bon, soit, même l'image, même si je donne un exemple comme ça, que la rupture, c'est aussi ne plus passer les vacances dans les pays occidentaux. C'est inadmissible, on ne peut pas accepter. La rupture aussi, c'est ne plus envoyer nos malades là-bas. Il faut construire ici des hôpitaux aussi, hein, des plateaux techniques relevés. On ne peut plus accepter ça. Ce n'est pas possible que les générations acceptent. Ceux qui sont riches, dès qu'ils ont la première crise d'AVC, on les transporte en France, on les soigne à un coût de centaines de millions. Je m'excuse d'aborder ce type de problème parce que je respecte quand même les trucs. Et ensuite, maintenant, ils sont morts, il faut qu'on les ramène ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter ça. La jeunesse sénégalaise ne peut pas accepter ça. La jeunesse sénégalaise ne peut pas accepter qu'on amène un bateau en disant que, etc. Nous, on veut des hôpitaux. La jeunesse sénégalaise n'accepte pas que les accidents à Bignona, qu'il n'y a pas là-bas, comment dirais-je, une infrastructure de santé capable de prendre en charge les blessés. Il y a une prise en charge d'urgence. Le pont qui s'est coupé chez moi là-bas au Fouta, et cette image virale, où on transporte des gens sur des grilles, c'est inadmissible pour moi. Ça me choque. Alors, si aujourd'hui, la gouvernance, c'est se distribuer des postes, à mon avis, sur le peu d'argent qu'on a, et qu'on n'arrive pas à dégager des priorités, ça veut dire qu'il y a une révolution qui reste à faire dans ce pays, et c'est une révolution culturelle d'abord. Merci infiniment à mes invités, à Mamadou Wane Dimao, sociologue et spécialiste des questions de société et politique. Merci à Adiba, spécialiste des sciences cognitives et philosophe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.2.